Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et à toutes, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette première table ronde des parents voyageurs, une grande première. Avec Floriane, on est hyper heureuse de vous accueillir aujourd'hui et nous allons débriefer du podcast de l'été que vos enfants ont réalisé. C'était vraiment super de les avoir écoutés, d'avoir entendu leur partage d'expérience. C'était assez chouette. On en profite pour vous remercier vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de les enregistrer, de leur avoir posé des questions, de nous avoir envoyé tout ça. C'était vraiment super. C'était une chouette expérience. Donc, on vous remercie vraiment chaleureusement. Et on est ravis de vous avoir aujourd'hui pour avoir, vous, votre propre retour. Et puis, du coup, le côté table ronde et tout, ça fait un moment qu'on voulait le faire avec Floriane. Et du coup, là, c'est vraiment la bonne occasion. Alors déjà, pour commencer, on va faire un petit tour des présentations. Qui vous êtes les parents de quel enfant qui a participé à l'épisode et quel type de voyage vous avez fait. Comme ça va permettre aux auditeurs de remettre un petit peu la situation en place. Qui veut commencer ? Oui, je peux, si vous voulez, comme vous voulez. J'allais dire honneur aux Allez, dames. Hein. ouais. Mais Honneur aux non, hommes. si vous voulez, voilà, honneur aux hommes. Donc moi, c'est Bruno. Je suis le père de Nina qui a participé au podcast cet été. On est du compte Instagram On perd pas le Sud. Et on est parti, ça fait 2 ans maintenant, on est parti donc en juillet 2019 en camping-car. On est parti du sud de la France. On a traversé l'Europe, la Russie, la Mongolie, la Chine, l'Asie du Sud-Est, jusqu'à Singapour. On a laissé notre camping-car là-bas. On est parti en Nouvelle-Zélande. Là-bas, on s'est retrouvé au milieu du Covid et des confinements mondiaux. On a choisi de rester en Nouvelle-Zélande d'abord pendant plusieurs mois. Et après, on est parti aux États-Unis, en Polynésie. Et après, on est parti récupérer notre camping-car en Europe. Et on a terminé sur Espagne, Portugal, avant de rentrer, s'installer en Corse, globalement. D'accord, c'est bien d'avoir toutes les précisions du voyage. Un petit itinéraire rapide. Audrey, tu veux continuer ? Oui, alors du coup, bonjour, je suis Audrey, la maman de Camille. On nous connaît sous le nom de la Family Baby Change. On a fait, nous, un tour du monde en 2016-2017, donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant, en sac à dos. Et on a traversé l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Nord. Et voilà, nous, on n'était pas pendant la période Covid, donc on a pu mener à bien tout le voyage comme on l'avait anticipé et préparé. Et là, on repart dans 5 mois de nouveau pour une grande aventure, cette fois-ci à 6. On a vu passer cette superbe info. Hâte de savoir. Ouais, hâte de partir. J'imagine. Sandrine ? Oui, bonjour. Donc, je suis Sandrine du blog Voyage et Enfants. On est parti il y a 3 ans maintenant, donc en famille avec les 2 enfants, mini voyageurs et Miss voyageuse, pour parcourir l'Amérique du Sud en 4x4 et tente de toit. Et on est parti pendant 1 an. Ça fait déjà 3 ans, quoi. Ça fait déjà 3 ans. 2 ans qu'on est rentré. Ah là, c'est fou comment ça passe vite. Ouais, c'est clair. Floriane ? Oui, alors du coup, je vais clôturer ce petit tour de table. Donc, Floriane, vous commencez peut-être un petit peu à me connaître. Donc, moi, je suis du blog Parents Voyageurs. Et donc, je suis la maman d'Alexis, qui a 8 ans, qui est donc à parler un petit peu de nos voyages. Donc, Alexis, c'était le plus jeune des enfants qui m'ont témoigné. Et nous, on n'est pas encore partis, je dirais, au long cours, comme vous tous, puisque notre plus long voyage, c'était 2 mois. Et c'était déjà il y a 4 ans. Autant dire que les souvenirs d'Alexis étaient assez flous sur le sujet, mais bon, voilà, on a fait d'autres grands voyages depuis, mais sur les vacances scolaires.
Donc voilà. Et perso, je rêve dans un petit coin de ma tête de suivre vos traces et de partir pour 1 an. Secrètement, je rêve de plus, mais je doute que cela soit possible. On verra bien. Déjà, on verra si c'est possible à un moment donné. Donc voilà ce que je pouvais dire. Et donc du coup, je voulais, pour commencer, vous demander un peu comment s'étaient passés les enregistrements de vos enfants. Parce que alors moi, ça n'a pas été de tout plaisir en fait. Quand j'ai demandé à Alexis s'il voulait partager, il était hyper content. Je lui avais juste dit, voilà, je vais te poser quelques questions de ce style-là, etc. Il était tout content, il avait toutes ses réponses et tout, c'était génial. Et puis on a été interrompu, puis on a fait autre chose et j'ai pas enregistré directement. Erreur fatale. Quand je suis revenue quelques jours après en lui disant, en fait, Alexis, on fait l'enregistrement. Ben non, ben si. Il n'était pas du tout d'accord. Donc, au final, je ne sais plus quel stratagème j'ai trouvé, mais on a négocié un peu parce que c'est un bon négociateur, ce petit. Et donc, on a fait l'enregistrement et il se trouvait que le son était tellement pourri, c'était un peu cata parce que j'avais juste posé le téléphone comme ça entre nous et c'était cata. Donc, on l'a refait 3-4 jours après. Et donc voilà, donc après je vous raconterai aussi les différentes versions dont il m'a parlé dans le podcast. Donc au final, il n'y a que la 2e qui a été diffusée. Mais du coup, alors bon, je me dis Alexis, c'est aussi, il a que 8 ans, hein, il est encore petit finalement pour parler de tout ça. Et donc, bon, je me demande un peu comment c'était passé pour vous, avec des enfants un petit peu plus grands, qui ont l'air un petit peu plus matures et qui ont un petit peu plus de recul sur ce qu'ils ont vécu, sur cette grande aventure, quoi. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être Bruno, parce que c'est Nina qui a inauguré la série. Qui a lancé le bal. Ouais. Nina, elle va avoir 12 ans là, à la fin de l'année. Oui, elle commence à être assez à l'aise. Et non, ça s'est très bien passé, assez naturellement. On l'a laissée avec le téléphone dans sa chambre. On a fermé la chambre comme ça qu'elle soit tranquille. Nous, on écoutait à la porte pour pouvoir écouter ce qu'elle disait. Et elle avait l'air d'être assez bien, en tout cas, d'être mise à l'aise. Et voilà, alors nous, on l'écoutait et puis on se disait, oh, mais elle n'a même pas parlé des baleines en Polynésie, des trucs comme ça. On disait mince quand même, elle aurait pu dire ça. Mais elle s'est bien débrouillée. Après, quand on a réécouté, et même la première, elle s'est dit, oh, je dis et tout le temps, là, et tout. Voilà, type de langage qu'ils ont. Mais non, ça s'est passé assez naturellement et je pense qu'elle a été vraiment contente de pouvoir se remémorer son voyage et puis d'en parler avec un adulte qu'elle ne connaît pas. C'était original aussi. Je pense que ça lui a permis un autre point de vue, d'un peu mieux définir son voyage. Ouais. Oui, parce qu'en fait, avec Nina, c'est la seule avec qui j'ai interviewé en direct, en fait. Enfin, pour Audrey et Sandrine, on a fait autrement parce qu'il y avait les vacances. Mais effectivement, Nina, on a fait le Skype en direct toutes les deux. Donc, je lui ai vraiment posé les questions et j'ai enregistré. C'était vraiment instantané. Il n'y avait pas de premier essai, deuxième essai. Elle a répondu du tac au tac, quoi. Et elle s'en est vraiment bien sortie. J'ai trouvé qu'elle était super à l'aise, en tout cas. Oui, ça va. T'es contente, en tout cas. Ouais, c'était chouette. C'était une chouette ouverture de bal. Ouais, tant mieux. Et chez toi, Sandrine ? Alors chez moi, ça a été un peu plus compliqué parce que donc c'est Valentine qui devait être interrogée, qui a 16 ans et qui a une vie privée foisonnante. Donc on n'a jamais pu caler un rendez-vous avec Émilie. Et donc ça a fini à ce qu'elle peut répondre toute seule sur son téléphone en lisant les questions qu'avait envoyées Émilie parce que c'était impossible de caler un rendez-vous. Écoute, elle s'est pas mal débrouillée. Enfin, elle est pareil, hein, elle était toute seule dans sa chambre. J'ai entendu que la version finale. Voilà, ça a été. Elle s'est pas très étendue sur le sujet parce que voilà, on avait dit qu'il fallait pas être trop long. Je pense qu'elle peut en dire beaucoup plus, mais voilà, ça a été assez court. Et puis après, bien sûr, son frère ayant appris qu'elle avait été interrogée, m'a dit oui, est-ce que je peux essayer, moi, de répondre? Alors, on s'est mis, pareil, dans la chambre. Et là, c'est moi qui lui posais les questions. Et par contre, je lui avais pas du tout fait entendre les réponses de sa sœur pour voir, justement, s'ils avaient les mêmes souvenirs. Et puis, oui, effectivement, il y a des choses qui les ont bien marqués, tous les deux.
Et voilà, et lui, donc il a 9 ans, donc forcément, là aussi, des réponses assez courtes. Il ne savait pas trop quoi dire quand on lui posait des questions, alors qu'il peut t'en parler. Quand on parle du voyage, il a toujours des tas de choses à se rappeler, mais le fait d'avoir une question et d'avoir un téléphone sous le nez, ça a un peu, ça lui a coupé la chic, comme on dit. Ouais, du coup, c'est un peu pareil chez moi, hein, parce qu'il peut en parler facilement quand on est avec d'autres gens, si le sujet vient ou qu'on parle d'un pays ou quoi qu'il connaît, il peut très bien en parler. Mais là, vraiment devoir répondre à des questions et puis il y avait être enregistré, tout ça, du coup, en effet, ça lui a aussi coupé la chic. C'est peut-être parce qu'ils sont trop jeunes encore, peut-être pour vraiment se frotter à l'exercice, un peu. Et pour Camille, du coup, ça s'est passé comment? Un peu comme vous, c'est-à-dire qu'avec Émilie, j'ai tardé à renvoyer la vidéo parce qu'on partait, nous, pendant 2 mois de road trip durant l'été. Et donc, du coup, vous m'entendez ou pas? Ouais, très bien. Oui, parce que moi, j'ai un bug avec mes écouteurs. Et donc, du coup, on l'a fait la veille du départ. Donc, on était débordés à la maison pour gérer les locations d'été, le camping-car. Et donc, Camille, je lui ai lu les questions, je lui ai donné les questions à voix haute. Je ne lui avais pas fait lire au préalable. Et en fait, elle a buté sur tout ce qui était nom de ville. Et elle voulait parler, par exemple, au Myanmar de Bagan. Elle ne savait plus si c'était Bagan ou autre chose, quoi. Donc, elle me regardait comme ça. J'ai dit, je ne peux pas parler. Donc, on a fait pas mal de prises quand même. Mais elle était hyper contente, en fait, de se remémorer tout ça. Et comme vous, moi, j'étais un peu frustrée derrière. J'étais là, mais pourquoi elle parle pas de ça? Pourquoi elle parle pas? Elle me parle de koala qu'elle a pris dans ses bras, mais moi, je m'en souvenais même plus des koalas qu'elle a pris dans ses bras. Quand, en fait, on se rend compte en tant que parent qu'on a le regard que portaient les enfants sur le voyage n'est pas forcément les souvenirs que nous, on garde du voyage. Et ça, c'était sympa de voir cette différence-là. En tout cas, elle était ravie de l'écouter après, quoi. C'est pareil, il était top son enregistrement, c'est super. Mais justement, on se posait la question, est-ce que pour vous, les souvenirs justement dont ils ont parlé, est-ce que ça reflète quand même le voyage? Est-ce que les temps forts qu'ils ont remémorés, c'est les mêmes que les vôtres? Enfin, est-ce que vous êtes surpris de leurs réponses ou pas trop quand même dans la globalité? Moi, j'étais un peu surprise quand même. En fait, je me rends compte, alors sans doute aussi parce que Camille, elle avait 6 ans au moment du voyage. Elle est à 6-7 ans et donc elle a été interviewée à 11-12 ans, donc ça fait déjà 4 ans. Et en fait, on se rend compte que le regard qu'elle avait à l'époque, c'était justement les animaux, les rencontres qu'on a fait. Elle m'a parlé de chiens, etc. Mais alors, je n'avais aucun souvenir de tout ça. Et moi, j'aurais aimé qu'elle me parle de paysages, de moments waouh en haut du Machu Picchu qu'elle n'a pas du tout évoqué, par exemple. Donc, on se rend compte que selon l'âge, je pense, de l'enfant pendant le voyage, il ne garde pas du tout la même vision que nous du voyage. Mais c'est ce qui fait aussi là, cette richesse-là, c'est qu'on revient tous avec des souvenirs différents et on a quand même une base commune de souvenirs communs, quoi. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi ça, c'est-à-dire l'âge au moment du voyage, c'est sûr, mais aussi l'interview, selon qu'elle se passe quelques mois après la fin du voyage ou quelques années, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il en reste justement sur le long terme. Exactement. Ouais, moi, ils ont gardé vraiment les moments les plus durs, tu as l'impression, du voyage. Parce que c'est souvent ce qu'on nous pose comme question, en fait. En nous prenant pour des fous, d'avoir vécu à l'extérieur, on va dire, pendant 1 an. Souvent, c'est ce qui choque les gens et c'est souvent effectivement un peu ce qu'on raconte aussi quand ils nous disent quand les gens nous disent mais il n'y avait pas eu des moments durs. Et du coup, ça leur est bien resté, en fait, c'était des petites galères, mais qui ont bien marqué sur le moment. Et voilà, ils ont parlé que de ça, moi. Mais au final, quand même, ils veulent repartir. Donc, il y a eu quand même des bonnes choses. Des bonnes choses. Oui, c'est ça, parce que j'avoue, moi, qu'en écoutant tes enfants, Sandrine, je me suis dit, waouh, mais quelle année ils ont passé, c'était hyper dur. Bon, je pense qu'on peut tout de suite demander à Sandrine. Quelles sont les galères? Bah oui, l'essence. Vous avez vraiment mangé des aliments à l'essence. Alors l'essence, effectivement, on avait une fuite dans le 4x4 d'un bidon d'essence qu'on avait pris pour faire le sud de Lipèze. Donc, parce qu'il fallait une certaine quantité comme on était en autonomie pendant 4 jours, il n'y avait pas de station-service pendant ce voyage. Et effectivement, on a un bidon de gasoil qui s'est ouvert.
qui s'est répandu sur le dessus du plateau où se trouve la nourriture dessous, Oh, mais tout punaise. le reste était emballé. Donc en fait, il y a une grosse odeur, mais nous n'avons pas. Alors ma fille est là, il m'entend parler derrière moi. Et effectivement, donc on a beaucoup peiné pendant une journée, enfin 2 jours, avec l'odeur. Et après, on a une autre, pendant la même période, on a un réchaud à l'essence qui a aussi fui, hein, parce qu'on était trop en altitude, donc ça, la pression a fait exploser le tank, on va dire. Et effectivement, ça s'est un peu répandu, là où il y avait la nourriture, mais pareil, la nourriture était emballée, mais il y avait une très grosse odeur. Par exemple, Oh, le pain avait tellement d'odeur que même, on l'a pas mangé, quoi. Mais voilà, eux, ils ont Ouais. l'impression d'avoir mangé de l'essence, mais je rassure, si on en a eu, c'était vraiment minime. j'imagine même pas parce que nous, on a eu un réservoir qui s'est ouvert comme ça, mais sur juste sur des vêtements ou des chaussures, mais ça part pas, ça part jamais l'odeur, quoi. Alors Ça sur part les pas. aliments, j'imagine même pas. Voilà, ça part. Si on l'a fait, nous, on a fait une lessive en rentrant, en Bolivie, la ville, où on s'arrêtait, et la solution, c'est de faire tremper dans du Coca-Cola. Et là, Ah on n'a bon? plus d'odeur après la lessive, après la lessive, ça sentait, on a tout fait tremper dans du Coca-Cola et l'odeur est partie miraculeusement. C'est ça, Heureusement, ça parce mange qu'on tout le était coca. voilà, on était qu'à 3 mois de voyage, on aurait eu du mal avec des habits pendant 1 an, sentant Nous, le on a jeté carrément des habits qui étaient, on n'arrivait pas, on les avait lavés plusieurs fois et ça partait pas, quoi. et ouais, après le lavage, ça part pas, mais Grâce le à votre Coca-Cola a fait merveille la prochaine fois. On le L'astuce de saura. Sandrine. C'est ça. Les tips. Bon, bah, on a enfin notre réponse, quoi. Oui. Et sinon, comment vous faites pour essayer d'entretenir les souvenirs? Déjà, est-ce que vous le faites ou est-ce que vous en parlez naturellement et ça ravive quelques souvenirs? Mais est-ce que vous faites quelque chose de spécifique pour que ça se garde encore un peu plus longtemps en mémoire? Nous, non, on fait pas on met pas quelque chose en place de manière spécifique. Après, bien évidemment, notre quotidien de temps en temps est bercé de souvenirs de cette aventure. Et d'autant plus maintenant qu'on prépare la nouvelle aventure, donc on se remémore énormément de choses qu'on a vécues. Mais par contre, les enfants, dès qu'on est en voyage, puisqu'on voyage régulièrement tous les ans, eh bien, ils font toujours rappel, ils ont toujours un rappel de ce qu'ils ont vécu pendant le grand voyage, comme ils disent. Donc, comme quoi, ça les a marqués et ils ont des points comme ça qui vont réapparaître. On ne sait pas pourquoi ni comment, des odeurs, des rencontres, des paysages. Et là, de nouveau, on va échanger sur le voyage. Mais au quotidien, pas vraiment quand même. Nous, ça nous arrive aussi, on a rien de, pardon. Vas-y. Nous, on n'a rien non plus de spécifique, mais c'est vrai que régulièrement, voilà, quand on vient parler d'un sujet qui nous fait penser à un voyage, on leur pose un peu des petites questions comme ça pour voir un peu ce dont ils se rappellent. Mais des fois aussi, moi, je me rends compte justement quand ils parlent du voyage à d'autres personnes, des fois, je les entends dire des choses et je me dis, c'est pas leurs mots à eux, ça, c'est ce qu'ils nous entendent nous dire à nos amis, etc. Et c'est dommage, mais en même temps, on n'y peut rien, c'est des éponges, hein, et ils entendent, ils reproduisent, quoi. Mais c'est ça que je me suis déjà fait cette réflexion. Ouais. C'est fou, en fait. Du coup, ils parlent du voyage avec vos mots, en fait. Un peu, ouais, des fois. Il y a un peu des formules toutes faites ou quand on leur demande leur pays préféré, des fois ils disent un truc et on dit mais c'est vraiment son pays préféré, ça? Ils n'ont pas entendu plutôt ce que nous on a dit. Donc peut-être que je me trompe, hein, il y a des fois j'ai l'impression que c'est un petit peu faussé, mais en même temps, voilà, si on était un peu en famille, on l'a vécu en famille, donc on a un peu une vision globale de la chose aussi. C'est vrai que Nina, elle a plusieurs fois fait référence à des choses que vous aviez adorées tous les quatre. Par exemple, elle a dit la Mongolie, c'était notre pays préféré à tous les quatre, on voudrait vraiment y retourner. L'épisode avec l'éléphant aussi, du coup, je crois que c'était au Laos. Pareil, elle a dit que c'était notre moment préféré à tous les quatre. Elle parlait pour vous tous, quoi. Ouais. Ben ouais, c'est vrai qu'il y a eu certains moments où c'était forcément, on a passé un super moment tous les quatre et c'est un peu, ça sort du lot, quoi, donc ça reste. Et pour toi, Sandrine? Alors nous, on fait rien pour s'en rappeler spécialement, en fait, hein. Bon, avec les réseaux sociaux, on a quelquefois, vous savez, les rappels de Facebook qui nous rappellent. Donc je dis, ah tiens, il y a 3 ans, on était là comme ça, en passant, parce que ça nous fait aussi plaisir.
Mais voilà, c'est comme ça un petit peu au fur et à mesure. Après, ils se sont bien rappelés. Là, on a fait pendant les périodes de confinement, on a fait tous les albums photos. Donc là, en fait, c'est Ouais. plus nous qui nous plongions dedans et puis bon, bah, ils ont été ravis après quand on a eu les livrets, photos de regarder les photos. Mais voilà, sinon c'est pas, non, ça revient régulièrement. Après nous, comme on continue beaucoup à faire, du 4x4 avec la tente de toit et tout, bah, voilà, des fois on se dit: «Ah bah tiens, on avait plus chaud à tel endroit», enfin comme ça pour rigoler, mais c'est voilà, dans une conversation, on fait rien pour entretenir spécialement. Et par contre, ils se rappellent de plein de choses et eux, aiment bien quand ils sont avec des copains ou des choses comme ça, avec des sujets, se dire: «Ah ouais», ils nous regardent et ils disent: «Ça, on se rappelle de ça, effectivement, on y allait» ou des trucs comme ça, tu vois? C'est le petit signe sans en parler vraiment forcément avec les copains, mais quand on est ensemble: «Ah tiens, ça je me rappelle, nous on connaît» ou un truc comme ça. Enfin, c'est Ah, c'est chouette. Et toi, Floriane aussi, grande adepte des albums. Ouais, mais alors étrangement, j'aime beaucoup faire des albums photos, mais je suis très lente. Et donc du coup, j'ai pas mal de décalage dans le temps. C'est-à-dire que notre voyage de 2 mois là en Océanie, j'ai pas d'album photo de fait. Bon, par contre, c'est des voyages un peu plus courts qu'on a fait derrière sur 2 semaines de vacances. Là, j'ai déjà. Et c'est vrai qu'en fait, ils se souviennent surtout de ce que j'ai mis dans les albums, j'ai l'impression. Ouais, ça remplace les souvenirs souvent, les photos. Ouais. Bah, surtout quand ils voyagent très jeunes. Enfin, bon, là, moi, mes enfants, ils avaient 4 ans et 2 ans quand on est parti en Océanie. Donc, Alexis, bah, il l'a dit dans le podcast, là, dans l'interview, il a dit qu'il se souvenait à Tahiti d'avoir vu des poissons multicolores. Voilà, en fait, il les a bien vus une fois. Mais bon, on a souvent essayé de lui montrer, mais bon, à 4 ans, c'était assez difficile quand même de faire du snorkeling, quoi. Et puis, par contre, je me rends compte qu'il mélange pas mal de choses. Alors, ça, c'était dans le premier enregistrement qu'on a fait. Donc, dans ce premier enregistrement, son voyage préféré, c'était Tahiti. Dans le deuxième, c'était la Floride. Bon, j'avoue, c'était bien les deux, mais c'est quand même différent. Et alors, il avait parlé dans le premier enregistrement à Tahiti, d'une cabane où on était allé. Et puis, on avait ramassé des noix de coco et il voulait en ramener une dans la valise. Et en fait, c'est 2 voyages différents. Il a mixé, je sais pas, c'est peut-être la proximité de la mer qui du coup lui fait confondre les souvenirs ou je ne sais pas. Mais donc la cabane en bois, c'était en effet en Polynésie et puis la noix de coco, c'était en Floride. Et voilà, lui, dans sa tête, c'est qu'une seule histoire. Ouais, donc, c'est un peu comme des rêves, quoi, au final, où il mélange tout comme dans un rêve. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Du coup, Nous, on ça me a fait un Roméo penser. qui nous a déjà parlé aussi qu'il avait adoré les plages du Laos. Voilà, il n'y a pas de mer au Laos, donc, mais bon, c'est comme ça, il y a des petits mélanges, ça va. Ils sont drôles. Mais oui, du coup, ça me fait sourire parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de gens qui disent oui, pourquoi vous voyagez avec des enfants si petits, ils s'en rappelleront pas. Finalement, oui, bien sûr. ça se mélange dans leur rien. tête, mais bon, oui, on ferait rien déjà. Et puis finalement, il y a quand même des petits trucs qui restent et c'est rigolo, quoi, finalement, de voir ça. Après moi, c'est la réflexion de mon fils, qui dit: «Mais pourquoi vous m'avez amené? Parce que je ne me rappelle de rien». Il rêve d'aller par exemple à Legoland, il y allait quand il avait 2 ans, donc on lui dit toujours: «Mais si, tu y es déjà allé». «Non, mais c'est pas juste, moi je me rappelle pas». Donc il dit: «J'ai fait plein de voyages, je me rappelle pas, c'est pas normal». Donc c'est le premier à revendiquer d'être plus vieux et effectivement, par contre, je suis très contente d'avoir, partagé cette, expérience d'1 an et que les 2 s'en souviennent, en fait. On voulait le faire quand Mini Voyageur était plus petit et je suis ravie, en fait, d'avoir, différé pour qu'on se soit vraiment un souvenir, commun, en fait. Même si ça lui aurait apporté plein de choses plus petit. Là, c'est quelque chose où on en parlera, toute notre vie, il se rappellera vraiment, quoi, par rapport aux autres voyages qu'on a fait et effectivement, il a que sur les photos qu'il se rappelle des choses ou les vidéos, voilà. Je pense qu'à chaque âge, en fait, le voyage est différent. Justement, comme on dit, quand on voyage avec des tout petits, voilà, ils s'en rappelleront pas, mais à ce moment-là, on ferait plus rien avec les tout petits. On les emmènerait pas à la plage, on les amènerait pas voir des animaux, puisqu'ils s'en souviendront pas. Mais par contre, ça crée des images, des odeurs, des couleurs, tout ça. Et puis, je pense qu'à chaque âge, au fur et à mesure, ils ont une manière de voyager qui est différente, quoi. Il faudrait voyager tout le temps, en fait. C'est ça la solution. Il ne faut jamais s'arrêter. C'est ça, moi je suis d'accord avec toi.
Moi, je suis complètement d'accord, hein. On était partis quand Mini Voyageur avait 20 mois et on avait vu les baleines. Lui, il nous en a parlé pendant 2 ans de cette expérience-là, hein. Quand il était petit, il nous faisait le bruit des baleines. Mais c'est vrai que maintenant, il a oublié. En fait, il se rappelle que par la vidéo, alors que je pense que ça l'a vraiment marqué au fond de lui et que c'est quelque chose qui restera, quoi. Cette émotion du bruit de la baleine et tout ça. Ça, c'est quelque part en lui. Mais effectivement, il se rappelle pas vraiment, quoi, maintenant. Je pense que ça ouvre des portes de possibles dans leur tête. Ça ouvre des portes à l'imaginaire, à tout. Et en fait, ça se répercute après quand ils grandissent. Tout à fait. Oui, et puis ça crée aussi des liens dans la famille, dans la fratrie. Nous, alors nos enfants ont un grand écart d'âge puisque je suis revenue enceinte de Valentin pendant notre tour du monde. Donc, j'ai voyagé pendant 7 mois enceinte. Donc, quand on est revenu, la première chose que nous ont dit les enfants, ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est trop injuste. Valentin n'aura aucun souvenir de notre grand voyage à nous 5. Et il trouvait ça complètement injuste, en fait, que lui, il n'ait pas connu une grande aventure. Donc, ils nous ont fait promettre, alors qu'on est juste de débarquer, qu'on repartirait dans une grande aventure à 6. Donc, cette grande aventure, elle arrive là prochainement, mais Valentin sera encore tout petit puisqu'il aura à ce moment-là 4 ans. Mais vu que l'aîné va à 15 ans, à un moment donné, on sait très bien que lui va prendre son envol et on gère tous sous le même toit. Donc, même si effectivement Valentin peut-être ne se souviendra pas encore de ce grand voyage-là, eh bien, ça crée une unité dans la famille, des souvenirs communs. Et puis, on se dit qu'on revoyagera peut-être un autre grand voyage avec que Valentin et Camille qui sont plus jeunes. Voilà, on se laisse des ouvertures possibles. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'écart d'âge. Effectivement, après, il faut trouver le bon timing, quoi. C'est ça. Avec l'école, avec le bac. L'année assez charnière entre le brevet, le bac. Donc, du coup, l'année qui était, on va dire, la plus facile, c'est l'année de seconde, de 4e et de 5e. Donc, c'est l'âge de Camille, Raphaël et d'Hugo. Puis, Valentin, lui, qui est tout petit derrière. Mais bon, on se dit que c'était le moment. En fait, c'est notre moment à nous au vu de la structure de la famille, quoi. C'est rigolo parce que donc moi dans mes doux rêves, vous l'avez compris, je suis déjà partie et donc en fait on a calculé aussi en fonction des classes et donc nous notre moment ça sera 2024 donc il faut pas qu'on le loupe. Il faut pas qu'on ait des enfants faut pas qu'il y ait une nouvelle épidémie à ce moment-là. Il faut pas de nouvelle épidémie, enfin faut déjà finir celle-ci. Et voilà, donc tout ça sera notre moment parce que en effet ça va avec la structure de notre famille aussi, quoi. Oui, c'est ça. Après, là, effectivement, nous, l'épidémie, on est encore en plein dedans. Donc, c'est pas le voyage qu'on aurait rêvé faire. Il faut être lucide. Hein. La majorité des pays qu'on aurait aimé découvrir sont toujours fermés. Mais justement, on se dit que c'est aussi une autre opportunité d'être bien plus adaptable, d'être plus souple, d'aller à des endroits où on n'avait pas forcément envie parce qu'on n'a pas de représentation précise du pays. Et puis, on se laisse porter au gré des ouvertures et des fermetures de frontières. Ça laisse une part d'improvisation. Ouais, c'est ça. Du coup, ça va aussi probablement développer, enfin en tout cas solliciter une grande faculté d'adaptabilité à tes enfants qui, pour le moment, ont peut-être encore un peu de mal à se projeter, à essayer de deviner ce que ça va être. Alors déjà, il y aura Valentin en plus et voilà, ils ont peut-être du mal pour le moment. C'est un peu comme tous, quand on est parti pour notre première grande aventure, les enfants, on leur dit on va partir en tour du monde, mais ils n'ont aucune représentation de ce qu'est un tour du monde. En fait, c'est une représentation à nos parents. Et donc là, effectivement, c'est pareil, c'est-à-dire que régulièrement, on me demande on va où? Et je ne sais pas, on est à 5 mois du départ et on n'a aucun pays pour l'instant de sûr. Donc, effectivement, l'adaptabilité, ils vont la subir. Ils vont, j'espère, comprendre que c'est important de pouvoir ajuster comme ça de notre quotidien. Et puis, j'espère que ça sera une richesse pour eux pour la suite. Mais j'en doute pas. Je me dis qu'on va forcément en ressortir plus grand de tout ça, quoi. L'imprévu, c'est le meilleur. Hein. Je trouve c'est ça. Tout ce qui est imprévu, tout ce qui est pays pas prévu, endroit pas prévu, c'est le meilleur. Ouais. C'est là qu'on se rend compte de la liberté vraiment qu'on a dans ces moments-là, quoi. Surtout que vous, sans doute, c'est ce que vous avez fait avec les pays qui étaient en train de fermer au moment de votre voyage. Oui, plusieurs fois. Enfin, déjà, à la base, on ne devait pas aller au Laos, par exemple. On devait aller au Vietnam, mais pas au Laos. C'était compliqué pour y aller avec le camping-car. Il fallait y aller avec un guide. Et du coup, on a laissé tomber. On est passé par le Laos. C'est un des pays qu'on a préféré. On a adoré le Laos, quoi.
Donc déjà, voilà, on se dit, c'est ça qui nous a permis, c'est l'imprévu qui nous a permis d'y aller. On ne devait pas aller en Malaisie non plus, on y allait. On ne devait pas aller à Singapour non plus. Et donc, les États-Unis, c'est pareil, on ne devait pas y aller. Comme on était coincé en Nouvelle-Zélande et que c'était un des seuls pays qui était possible, on y allait. Ça a été la liberté retrouvée. On était dans l'Ouest américain avec notre petit pot de yaourt voiture, à dormir dans une tente et dans des motels comme ça. Et c'était grandiose. Donc, c'est vraiment dans les moments imprévus, je trouve que le voyage, c'est la quintessence du voyage, quoi. C'est vrai. C'est chouette. On va avancer sur un autre sujet. Comme vous avez tous des enfants assez jeunes, on voulait aborder le sujet de l'école et comment vous avez géré en fait dans vos voyages l'école et comment vous avez géré ce rôle de prof. Alors bon, Audrey, t'es prof, mais quand t'es pas prof et que tu dois t'improviser prof, comment ça se passe, ou même prof de ses propres enfants, je pense que c'est aussi un exercice qui doit être assez compliqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Qui commence? Bruno, j'ai l'impression que ça a été une souffrance. Non, ça a été horrible, l'horreur totale. C'est vraiment, s'il y a eu un point noir, on a essayé de ne pas les tuer. On a réussi à ne pas les tuer pendant ce voyage, pendant les heures de classe, et je trouve que c'est déjà une grande victoire. C'est ma femme qui s'en occupait, mais j'ai un grand respect pour elle après ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu pendant ce voyage-là. C'était très, 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 très difficile. On a l'impression qu'ils avaient zéro patience. Et alors même quand moi je prenais le relais, j'avais pas de patience non plus. Enfin, nous, personne n'avait de patience dans la famille, je crois. Et donc ça a été vraiment très difficile. Les seuls cris, les seuls pleurs qu'il y a eu, ça a été pendant ce moment-là. Mais heureusement, après, au bout de tout ça, quand ils ont repris une scolarité normale, d'abord en Polynésie, où on les a remis à l'école pendant 2 mois, et ensuite en Corse, là où on est venu s'installer, ils ont eu des super résultats, et c'était quand même, ça faisait quand même plaisir, quoi, de se dire qu'ils pouvaient reprendre l'école normale, entre guillemets, sans difficulté, quoi. Donc, on disait que malgré les cris, ça avait fonctionné, quoi. Mais d'ailleurs, juste, je rebondis sur cet épisode-là, c'est parce que donc Nina est la seule à qui on a posé les questions sur l'interview. Et Émilie, tu lui demandes, du coup, tu as manqué l'école pendant 1 an et demi. Est-ce que tu peux nous raconter? Qu'est-ce que tu as appris? Tout ça. Et elle a directement dit, alors je ne dirais pas que j'ai manqué l'école. C'est-à-dire que maman nous a donné beaucoup de devoirs et on a beaucoup travaillé. Et puis c'est pas vrai, en plus c'est faux, mais seulement ils étaient, je sais pas si on arrivait à faire globalement 1 heure par jour, c'était un maximum, parce qu'évidemment il y a plein de fois où on faisait rien du tout, etc., quoi. Mais c'était tellement laborieux que je pense que ça paraissait très long pour tout le monde. Visiblement, ouais, ça lui avait paru super long, quoi. Ouais. Je crois que c'est partout, quoi. C'est dans toutes les familles de voyageurs qu'on a rencontrées, c'est toujours l'école qui revient vraiment au centre d'une manière conflictuelle, on va dire, pour la famille. Nous, ça a été au bout d'1 mois et demi, mon mari, qui est aussi prof, a dit mais on va les renvoyer en France, quoi. On va continuer avec à l'époque, c'était l'aîné qui était l'école, c'était vraiment compliqué. On va continuer avec les 2 autres. Mais possible, on va peut-être pas prendre cette décision si radicale. On va peut-être plutôt arrêter l'école. Et on a fait, en fait, on a très très vite lâché l'école. Et on faisait vraiment, même pas comme toi, Bruno, on n'était même pas à 1 heure par jour. Je pense qu'on était, si on lisse, 10 minutes par jour sur l'année. Mais parce que ça devenait vraiment trop compliqué. Et après coup, en fait, on s'est rendu compte que eux, ils avaient qu'une envie, c'était de découvrir. Nous, on était hyper impatients parce qu'on supportait pas d'attendre 1 heure, 1 heure et demie, alors que on avait une ville à découvrir, plein de choses à faire, en fait. Donc, en fait, le timing n'était jamais le bon. On essayait le matin, l'après-midi, au moment des siestes, quand on en faisait. C'était jamais le bon moment. Donc, en fait, on s'est rendu compte que c'était tout simplement pas forcément évident pour nous. Alors là, la question se pose sur le grand voyage. Là, ils étaient petits. Mais maintenant, ils sont au lycée et au collège. Autant vous dire qu'ils ne peuvent pas rater 7 mois d'école. Et pour le coup, on va dire que le distanciel et la Covid nous a un peu aidés dans l'enseignement à distance. Donc maintenant, on ne sera plus les profs. Ce seront leurs profs qui seront à distance, qui vont leur faire cours. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence. C'est qu'on s'enseigne à ses enfants, mais c'est horrible, alors que c'est notre métier en plus. Mais
Quoi, ils sont moins patients, nous on l'est moins. Quoi. Non, c'était horrible. Super, Alors, ça m'encourage vachement. alors, je vais finir sur une partie positive. Nous, ça s'est bien passé. Comment tu Alors l'as que, alors que Alors, c'est c'était vous, la ma famille, plus chez qui grosse ça s'est bien crainte. passé. C'était la plus grosse crainte. Moi, voilà, c'était vraiment le truc qui me rebutait pour faire l'école et tout. Et ça s'est relativement bien passé. On bossait à peu près, alors la grande 2 heures par jour. Parce qu'en fait, nous, comme on est en tente de toit, le petit déjeuner et tout, le temps de fermer les choses, faire la vaisselle, les choses comme ça nous prenait du temps le matin. Ouais. Donc, on se posait en fait et travaillait pendant ce temps. Moi, je travaillais aussi pendant ce temps. C'est le papa qui a géré et la grande se débrouillait toute seule, hein. Le petit était en CE1, donc le papa gérait et la grande, a fait, les cours avec, le livre scolaire, hein, un truc, vraiment, où on suivait. Alors après, on n'a pas été, très académique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matières qu'on a fait qu'à l'oral et tout ça, mais c'était très intéressant justement parce que tout le monde participait. En fait, quand la grande faisait la Seconde Guerre mondiale ou tout ça, le petit, il enchaînait pareil et on discutait du sujet. Voilà, c'était pas comme dans une classe, mais du coup, ça s'est super bien passé. Moi, j'ai adoré voir avec la curiosité du coup qu'ils avaient à la fin, au bout de 6 mois de voyage, où ils voulaient toujours apprendre des nouvelles choses, à entendre parler de l'histoire, des Incas, des trucs comme ça. Ça, c'est un truc, que j'aimerais qu'on garde, maintenant. Ça a complètement disparu avec les cours, de nouveau. Mais voilà, nous, franchement, c'était ma plus grosse crainte du voyage et au contraire, ça s'est bien passé. Après, pareil, si on en parle, il y a Mini Voyageur qui a été traumatisé parce qu'un jour, son père s'est énervé et tout. Il en parlait avec toutes les familles qu'on croisait. Mon père m'a pris par les cheveux parce qu'il se mettait sur la table. Son père lui a attrapé les cheveux pour lui relever la tête. Donc ça, tout le monde, tous les gens en Amérique du Sud l'ont su. Mais voilà, sur l'ensemble, non, vraiment, c'était super bien. Et après, ce qui nous avait fait rire, nous, c'est qu'on faisait pas mal de pistes et quand on était sur les grandes routes qui roulaient bien, pour gagner du temps, comme c'est très grande l'Amérique du Sud avec des grands parcours, on faisait travailler pendant qu'on roulait sur les routes carrossables. Et puis, à un moment donné, on demandait à chaque fois, est-ce qu'on prend une piste aujourd'hui et tout. Et les enfants, toujours oui, partant pour la piste. Et puis un jour, on s'arrête avec d'autres familles françaises, on se met à parler, et puis on a su après, ils ont dit ouais, en fait, nous, on choisit toujours les pistes parce que quand on fait les pistes, on ne peut pas travailler dans la voiture. Et donc là, on a dit ah ouais, d'accord. Donc c'est là qu'on a abandonné pas mal d'écrits et qu'on a dit eh ben on fait tout à l'oral. Parce qu'on ne voulait pas se passer des pistes, mais qu'il fallait quand même qu'ils avancent pour travailler. Oui, c'est ça. Je pense que aussi c'est réinventer l'école en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir les manuels, etc. Ce que tu dis, c'est vrai. On est passé aussi beaucoup par l'oral, à jouer sur la plage, à dessiner sur la plage, à faire des maths. Dès qu'on était dans les tuk-tuk, on faisait la mission. Donc c'est pas l'école standard, mais ils n'ont pas décroché. Et effectivement, on le voit. Tous nos enfants, quand ils reviennent, ils réussissent bien à l'école. Ils retrouvent très très vite le chemin de l'école. Ils se réadaptent super bien parce qu'ils ont appris tellement de choses pendant une année qui est tellement complémentaire avec ce qu'on demande à l'école que du coup, ils redeviennent des élèves assidus, curieux, avec une soif de découverte, qui n'ont pas peur d'aller vers les autres. Donc ça, c'est vraiment une chance. C'est ça, je pense que c'est avant tout l'ouverture. Mais comme on parlait tout à l'heure des enfants en bas âge, ça leur ouvre l'esprit. Et je pense que là, c'est pareil. Ce qui est le plus important, c'est que ça les ouvre à plein de choses. Donc, je pense qu'ils sont gagnants sur 1 milliard de sujets après quand ils reprennent l'école. Et tout ce qui est apprentissage standard, ils se remettent dedans très facilement. Et c'est vrai que le côté réinventer l'école, moi, c'est un peu une déception que j'ai après coup. Je me dis, on aurait pu plus faire par rapport à ce côté-là. Quand je vois des parents qui font même du unschooling et qui font différentes choses comme ça, j'aurais bien aimé tester plus de choses. Maintenant, tellement de choses à faire quand on est en voyage qu'on n'est pas forcément appliqué sur tout, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que ça te fait voir d'autres façons d'apprendre. Alors, en étant sur le blog Voyage et Enfants, je côtoie pas mal de familles qui sont en voyage, qui sont en IEF, même en France. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais très sensibilisée à ça. Et en fait, c'est vrai que tu as 1000 façons de faire apprendre les choses. Tu vois, Mini Voyageur te déclame des trucs de Cyrano de Bergerac parce que sa sœur l'a étudié pendant le voyage et on a regardé le film.
il te sort, ça y est, des tirades entières parce qu'il a adoré, parce qu'on en a parlé entre nous et que en fait, en s'intéressant vraiment à ce qu'ils faisaient tous ensemble, à tous les sujets, ben voilà, c'est passé, voilà, lui, tu te dis: «Bah, c'est bon, il se connaît, son petit poème, Bien sûr. ça peut voilà, et donc il y a plein de façons de faire et qu'on oublie, bah, quand on reprend le rythme et Bien justement, sûr. moi, ça a beaucoup gêné, Mini Voyageur quand il est rentré. Déjà, lui, c'est un truc qui l'a gêné, c'est le bruit. Il est assez, calme et tout ça, de se retrouver dans une classe à 25. Il me disait: «Mais c'est pas possible, je peux pas me concentrer et tout» et de retomber dans une classe très, scolaire, on va dire, ça lui a un peu pesé et du coup, on l'a Mmh. changé l'année suivante, après le confinement, pour lui mettre dans une école où, le maître était, très, il aime bien la méthode freinée, qui leur faisait faire plein de choses, un journal et tout ça et il a adoré l'année scolaire, de l'an passé, quoi, hein. Bon, Ouais. c'est fini, il retombe encore dans un cadre très scolaire, mais voilà, il sait qu'il y a d'autres façons d'apprendre et on essaye toujours de le regarder ce côté-là en disant: «Oui, c'est scolaire, mais pensez à tout ce qu'on peut apprendre pour regarder des films et vous verrez que l'école, c'est sympa d'apprendre, quoi». Ouais, tout à fait. Au moins, ils voient que c'est possible, quoi. Il y C'est a d'autres ça. choses Ouais. possibles. Et justement, un peu dans la même thématique, pendant vos voyages, qu'est-ce qui animait vraiment vos enfants? Est-ce qu'ils étaient plus attirés par les animaux, les rencontres? Ils étaient plus attirés par quoi, en fait? Est-ce que vous sentez, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui se démarquent un petit peu ou vous vous en souvenez? Alors les animaux, moi j'ai une fille passionnée d'animaux qui voilà, on a eu la chance sur toute l'Argentine et tout, tu as les animaux à portée de main, donc c'est vraiment, quelque chose qui les faisait avancer. Après, bah, les rencontres, hein, on rencontrait alors les rencontres avec les familles françaises aussi. C'était un peu nous on n'était pas souvent avec eux, mais on se retrouvait à peu près une fois par mois. Donc c'était un vrai plaisir pour eux de se dire: «Tiens, c'est un rendez-vous dans le voyage», en fait. C'était nos week-ends, on disait, c'est comme quand on invite nos potes, faire prendre l'apéro à la maison, là, c'était la rencontre et puis, et les rencontres avec les locaux, quoi. On a vraiment eu des fortes rencontres et du coup, ça les a marqués, de voir ces différences qu'on avait avec eux et tout ça. Enfin, là, Mini Voyageur est toujours en contact avec un petit, Colombien, il s'envoie quelques photos, parce que voilà, ils ont vraiment à la fin du voyage, bien accroché et voilà, un peu tout et comme nous en fait, hein, la nature, les animaux, les rencontres, c'est, heu, c'est ce qui nous donnait envie d'avancer encore, Pareil, pareil chez nous. Alors, nous, on rajouterait les marchés. Les enfants ont adoré les marchés. Ils voulaient tout le temps les goûter. Alors, surtout en Asie, essentiellement. Donc là, ils étaient les night market. Il ne fallait pas en rater un soir parce que c'était la tristesse sinon. Et sinon, ouais, les animaux, les rencontres françaises. Alors nous, on a rencontré quelques familles sur notre périple, mais c'était de manière complètement, on va dire, spontanée. Il n'y avait pas de choses anticipées. Mais dès qu'on en rencontrait une, ils étaient aux anges, quoi, d'échanger sur leur voyage avec quelqu'un qui comprenait ce qu'ils vivaient, en dehors des copains-copines qui pour eux c'était complètement abstrait de ce qu'ils faisaient. C'était pour eux super, quoi. Bruno, Floriane? Ah bah, moi, j'ai pas voyagé assez longtemps avec des enfants assez âgés pour vraiment avoir une expérience. Je sais que Alexis, lui, s'il y a un point d'eau, ce sera le plus heureux du monde. Et il faut pas qu'on marche trop, quoi. J'ai des enfants qui n'aiment pas trop marcher. Donc, par exemple, l'année dernière, on a fait 2 semaines en Islande. Franchement, c'était un voyage extraordinaire, de mon point de vue. Et en fait, on a merdé, c'est parce qu'au 3e jour, on a fait une balade un peu trop longue. On a marché à peu près 5 km avec la promesse de voir des macareux au bout. Heureusement qu'ils étaient là, les macareux, parce que sinon, je pense que ça ne serait pas du tout passé. Et au retour de la balade, il y a une dame extraordinairement gentille qui nous a proposé de nous emmener en voiture. Alors là, le sourire est revenu sur le visage des enfants, c'était magique. Sauf qu'après, on a enchaîné donc, le même jour avec l'ascension d'un petit volcan pour aller voir une vue extraordinaire. Et donc là, je pense que cette journée-là, en fait, a flingué tout leur ressenti du reste des vacances. Donc c'était le 3e jour. Parce qu'après, en fait, les deux, ils disent la même chose sur l'Islande. On a trop marché. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. On était en van, on a fait tout le tour. Donc, on s'arrêtait. Il y a pas mal d'endroits en Islande pour s'arrêter et voir le petit spot qu'il y a pas très loin le long de la route. Mais genre à 15-20 minutes de marche max, quoi.
C'est tellement, de toute façon, la nature est tellement extraordinaire partout qu'il n'y a pas besoin de beaucoup marcher pour voir. Mais en fait, rien que cette journée-là, dès le 3e jour des vacances, du coup, a complètement entaché toute leur perception du séjour. Donc voilà, je sais que ce qui anime, moi, mes enfants, c'est la baignade et les jeux. Pour le moment, c'est ça. Voilà. Donc ça va changer probablement un petit peu en grandissant. Là, je vois sur les vacances qu'on a faites cet été, on n'est pas parti en voyage, mais on a fait 2-3 jours à Paris, qu'on n'avait jamais, on y va de temps en temps parce qu'on est des amis, mais on n'avait jamais visité vraiment en mode touriste. Et donc là, on avait des petits carnets de jeux, dont je parlerai bientôt sur le blog. On a fait des visites culturelles, on a visité le Louvre avec une petite chasse au trésor. Enfin, voilà, ça les a passionnés. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres dans Paris sans s'en rendre compte, juste parce qu'on leur a raconté des histoires en fait en même temps, quoi. Et bon, en même temps, Paris, c'est un musée à ciel ouvert, c'est tellement extraordinaire qu'il y avait plein de choses à voir, plein d'histoires à raconter tout le temps. Et donc, ils s'en sont pas rendus compte, en fait. J'ai pas calculé le nombre de kilomètres qu'on avait fait, mais on était vannés le soir et le lendemain matin, d'ailleurs, le 2e matin, on avait déjà mal partout avant de commencer la journée. Ils se sont pas plaints une seule fois. Donc voilà, ils sont encore assez jeunes, ils ont 6 et 8 ans les deux. Il faut jouer, c'est ça qui les anime, vraiment. Et toi, Bruno? Moi, je vais répéter sur les animaux, hein. C'est clair que les animaux, c'est le truc, et on le voit bien après dans leurs souvenirs, c'est ce qui reste, quoi. Donc forcément, voilà, de voir des pandas, des éléphants, des baleines, c'est phénoménal, quoi. Combien d'enfants n'ont pas la chance de voir tels animaux, même des gens dans leur vie. Donc c'est vrai que des fois, après, quand un enfant de 8 ans a vu tous ces animaux-là en quelques mois, alors que des fois, des adultes, ils ont jamais la chance de pouvoir les voir dans toute leur vie, c'est phénoménal. Et après, ils avaient aussi une espèce de soif d'avancer, en fait. Et nous, on l'avait aussi, mais c'était à chaque fois, voilà, c'était bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait demain, et un peu, c'était la surprise à chaque fois. Il y avait à nouveau quelque chose de fantastique qu'ils allaient voir. Et donc, à chaque fois, c'était, il y a quand même cette envie d'avancer, une espèce d'inertie comme ça, toujours vers l'avant, qui m'a marqué aussi. Ouais. C'est chouette ça, quand ils sont volontaires, et j'imagine qu'ils deviennent moteurs aussi, peut-être dans les propositions de choses à faire, ou pas trop? Oui, bien sûr. Ouais. C'était sur. Après, même si c'est des fois aussi, quand on était bien à un endroit, ils avaient envie aussi de rester. Quand on était sur un bivouac à bord de la plage en Thaïlande, et qu'on était seul au monde, ils étaient bien aussi. On ne voyait pas le temps passer, quoi. Mais oui, c'était par rapport à leurs envies à eux aussi, quoi. Comment s'est passé le retour à la vie normale pour eux? Tout simplement. Alors, ça s'est fait beaucoup mieux, plus facilement que pour nous, je crois. Surtout le papa, nous, c'est le papa qui a le plus de mal. Parce que moi, je travaille de chez moi, donc ça va. Ça m'a fait bizarre d'être toute seule. Mais non, eux, très ravis de rencontrer les copains et tout ça. Je vois que Miss Voyageuse, elle a dit qu'elle avait eu du mal un peu à se reconnecter avec ses amis. Mais elle est déjà, justement, elle avait déjà des liens très, très, comment dire, privilégiés avec certaines amies qu'elle a perdu effectivement un peu pendant le voyage, mais c'était à l'âge 13-14 ans, 4e. Voilà, les amis changent vraiment souvent à cet âge-là, donc voilà. Mais non, je pense qu'ils l'ont mieux vécu que nous, en fait, le retour. Ouais. Pareil pour nous. Eux, ils étaient contents de rentrer, c'est-à-dire qu'on n'a jamais senti un moment où ils étaient tristes de ne pas continuer le voyage. Ils étaient hyper contents de rentrer, hyper contents de montrer que j'étais enceinte de Valentin, puisque on l'avait gardé secret pendant le voyage, donc personne n'était au courant quand on est revenu. Donc ils avaient l'impression d'arriver avec un grand secret que tout le monde découvrir. Et eux, ils étaient super contents de reprendre l'école, même si Hugo, c'était une année de charnière parce qu'ils rentraient. Les deux plus jeunes, ils étaient de nouveau à l'école primaire. Par contre, moi, ça a été très compliqué, quoi. Fabien, ça a été aussi un peu comme toi, mais moi, ça a été limite la déprime, quoi. Je revenais enceinte de 7 mois, je me retrouvais toute seule avec mon gros bidon. J'avais l'impression de ne plus trouver ma place, en fait, tout simplement. Et puis, toujours dans la nostalgie du voyage, moi, je suis quelqu'un qui est
déborde d'énergie et là, j'avais plus aucun projet, j'avais plus d'itinéraire à faire, j'avais plus rien. J'avais l'impression à l'époque qu'il me manquait plein de choses. Au final, non, on retrouve très vite des occupations, mais surtout avec l'arrivée d'un bébé. Exactement, exactement. Après, ça m'a permis aussi d'avoir du temps pour moi avec ce bébé. Et pendant le voyage, c'était pas le cas, c'était pas du tout ma priorité. En fait, on continuait d'avancer avec mon gros ventre. Il faisait les épargnes, mais j'avais pas ces moments-là qu'une maman enceinte peut avoir de temps à caresser son ventre, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu durant cette grossesse sur les routes et que j'ai pu privilégier dans les 2 derniers mois de retour à la maison. Ouais, c'est un sacré retour quand même quand tu reviens avec un enfant en plus dans le ventre. C'est ça. C'est quand même sympa. C'était un souvenir sympa d'Australie, ouais. Et ça t'a rapporté un koala, non, un bébé. Okay. C'est ça. Et comment ils ont voilà, du coup, soit le kangourou. La famille, ils ont dû halluciner en fait, parce que 7 mois, c'est mois de grossesse. Je crois qu'ils ont surtout halluciné qu'on remette ça d'avoir un enfant en fait. Voyager 7 mois sur les routes, c'était plutôt de se dire, mais mon Dieu, ils ont 35-36 ans, ils repartent dans les couches alors que les grands sont autonomes. C'était plus ça en fait, le questionnement. Puis après, effectivement, est venu le fait, mais comment vous avez pu nous cacher ça? Parce que sur les photos, en fait, je me mettais que le haut du visage, j'étais plus sur les photos tout simplement. Et j'ai trouvé ça cool en fait de garder ce secret. Je voulais pas qu'on vienne me mettre du stress en fait pendant cette grossesse-là. J'avais pas de suivi médical, j'avais pas tout ça, donc je voulais pas qu'on vienne me dire non mais attends Audrey, t'as ton échographie du 3e trimestre à faire ou du 1er. J'avais pas envie de tout ça. Donc pilule à 5 et ça m'allait très bien. Avec le recul, je suis très contente d'avoir fait ce choix-là. C'est chouette. Et chez vous, le retour, Bruno, comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Ce qu'il y a, c'est que nous, on n'est pas revenu au même endroit d'où on est parti aussi. On est venu s'installer en Corse après. Donc, c'était pas un retour à la case départ. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Nous, le retour, il a été un peu accéléré, entre guillemets, parce que vraiment, Nina voulait retrouver des copines et le collège, découvrir le collège. Et donc, c'est elle qui était un peu un moteur par rapport à ça. Et donc, elle a été ravie, hein, puis elle s'est fait des amis en 2 secondes, et Roméo qui a 8 ans aussi, très facilement. Donc eux, ça s'est fait très facilement, très naturellement. Moi, j'ai fait ma déprime avant d'arriver. Hein, je voyais que le voyage allait s'arrêter là, alors qu'en plus, il aurait pu durer un peu plus longtemps. Et puis avec Covid et tous les changements qu'il y avait, et puis en plus en retrouvant aussi l'ambiance Covid en Europe surtout, c'était très difficile. Donc moi, j'ai fait ma petite dépression avant. Et après, une fois qu'on y était, ça allait. Mais moi, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est très particulier, c'est que on a un peu l'impression quand on voyage que c'est ça la vraie vie. C'est un peu ça, quand on est en train de voyager, on se dit mais c'est ça la vraie vie en fait, c'est ça, on devrait faire ça, on ne devrait pas faire autre chose. C'est quoi ces conneries, métro, boulot, dodo, la vraie vie, elle est là. Et on le voit bien aussi quand on parle avec d'autres gens qui n'ont pas voyagé. Je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est difficile de parler de voyage avec les gens qui n'ont pas voyagé. Il y a 2-3 questions, il y a quelques questions. Les gens qui aiment le voyage, ils vont s'intéresser un peu plus profondément aux choses. Mais sinon, ça reste en surface, quoi. Et c'est quand on rencontre d'autres voyageurs que là, on peut vraiment partager, on peut écouter les gens, on leur pose des questions et des vraies questions. On va loin dans ce qu'on leur demande. Donc il y a un côté qui est très particulier où, enfin, moi, c'est quel est le sens de la vie, quoi. C'est presque ça, hein, c'est se dire qu'est-ce qu'on fait de notre vie. Et moi, j'ai vraiment l'impression que de voyager, de voir d'autres gens, d'autres univers, c'est ça qui est le summum de ce qu'on peut vivre ici, quoi. Ça fait des expériences qui enrichissent tout le monde. Hein. Mes enfants, justement, ont dit qu'ils se sont trouvés différents un peu de leurs copains quand ils sont rentrés, parce qu'ils ne comprenaient pas que les gens puissent se disputer pour une équerre. Ça, c'est un truc
mon fils était devenu ambassadeur en fait dans sa classe. Tout le monde était là, mais il est trop gentil, il essaye d'aider tout le monde. Parce qu'il disait, ouais, mais c'est ça en fait, regarde sur la route, tout le monde nous a aidés. Ouais. Pourquoi on va aller se disputer pour des trucs qui n'ont aucune importance? Ouais, c'est vraiment ça fait une autre expérience qui enrichit toute la vie et les moments vécus sont beaucoup plus intenses en fait, hein. Je crois qu'on a tous pendant 1 an, on a l'impression d'avoir, Ah oui. voilà, c'est effectivement, la vie devrait toujours être aussi intense, en fait. C'est Ouais. vrai. Faut essayer de se dire ça à chaque fois. Nous, à chaque fois qu'on a des copains, on se dit à la fin: «Bah, regarde, ça, c'est une super, on serait à l'autre bout du monde avec eux, bah, on aurait trouvé ça merveilleux» et bah, c'est merveilleux aussi, tu vois? On essaye de se dire quand même que, Mmh. il faut le vivre intensément, même si effectivement il y a une routine, auquel on n'échappe pas, quoi. Mmh. Sauf à repartir. Mais Bruno, pour rebondir, Nina, elle en parle vers la fin de l'épisode où justement elle dit qu'elle en parle pas trop du voyage à ses copines parce que elles sont à un décalage. Enfin, elle Ouais, c'est explique vrai, je des me rappelle qu'elle avait dit choses ça. et en fait ses copines n'accrochent pas trop, elles zappent en fait. Et en fait chez Ouais. l'enfant, j'ai l'impression que c'est pareil en fait. Déjà, je pense que déjà de base les enfants ne parlent pas voyage entre eux, Non, assez pas peu. vraiment. Mais quand elle en a parlé, c'était vraiment j'en parle, mais en fait, mes copines, elles s'en foutent en fait. Ça, c'était un peu le ressenti que j'en ai eu. Ouais, je pense qu'eux, ils doivent avoir grosso modo le même retour que nous, sauf que nous, on l'intellectualise un petit peu, quoi. Mm. C'est-à-dire, c'est un peu. En plus, je sais pas, moi, comme ma femme, on n'est vraiment pas du genre, on n'est vraiment pas des grandes gueules à prendre la parole pendant toute une soirée, à raconter tout ce qu'on a fait, etc. Mais même, on a l'impression, quand on commence à en parler, ouais, enfin, quoi, l'intérêt, il est limité. Et puis, il y a aussi ce côté où, quand on revient de voyage, où on a un peu l'impression toujours que les gens ils nous disent bon, ben maintenant, voilà, c'est fini la belle vie, hein, maintenant, vous revenez à ce qu'il faut faire au travail, à gagner, etc. Et puis, on sent quand même qu'il y a un carcan, quoi, hein, que c'est pas possible, c'est de la triche. Ce qu'on a fait, c'est de la triche. C'est un peu ça, c'est bizarre. C'est vrai. Mais je pense que c'est pour ça aussi que les voyageurs aux longues courses adorent rencontrer d'autres voyageurs, trouver à des points. C'est parce qu'on sait très bien que c'est qu'avec ces personnes-là, on va parler réellement voyage. Avec nos amis, avec la famille, on effleure le voyage. C'est-à-dire qu'on va avoir les 3 questions qu'on nous pose tout le temps. Quel pays t'as préféré? Celui que t'as moins aimé? Et au final, on rentre à l'intérieur du voyage. Il n'y a que ceux qui l'ont vécu avec qui on peut échanger ça. Et ça, c'est génial. Alors, pour rebondir à ce que tu disais avec les enfants, autant dire qu'eux, ils sont encore plus dans l'ère du zapping que nous. Ça leur passe à 75 000, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune conscience. Ils ne savent même pas où se trouve l'Asie, où se trouve le Pérou. Moi, quand je suis revenue, mes élèves, ils me posaient la question. Ils me disaient, mais madame, vous êtes allée aux États-Unis, vous avez vu le Pérou? Ouais. En fait, c'est là que j'ai pris conscience qu'ils n'arrivaient pas à remettre sur une carte les différents pays. Et pour eux, on a énormément d'argent parce qu'on peut le faire. Donc, pour les enfants, c'est le retour qu'ils ont là quand ils annoncent le nouveau voyage, c'est vous avez trop de chance parce que vous êtes pété de thunes. Et ils peuvent pas dire que c'est une question de choix, en fait, parce qu'ils ne l'entendent pas des enfants. Déjà, ils ont du mal à le comprendre, ça. Mais on se rend compte qu'il y a quand même un décalage qui s'est créé entre nos enfants et les autres, en fait. Et donc, très souvent, maintenant, Camille elle revient et elle me dit maman, je ne parle plus du voyage avec mes copains et mes copines parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'on reparte. Ils sont très contents pour moi, mais ils ne voient pas l'intérêt de repartir et ils ne voient pas l'intérêt de vouloir découvrir les différents pays. Et quand elle me dit ça, ça me chagrine en fait, parce que c'est tellement l'inverse. C'est horrible. C'est triste, hein. Ouais, c'est même pour eux de ne pas pouvoir en parler, de partager. Et là, je pense que c'est la différence avec le primaire. C'est que maintenant, au collège, c'est quelque chose qui est un peu marginalisés en fait. Ils sont un peu les élèves qui font ça en fait, deux grands voyages dans leur vie au collège. Pour eux, les gens comprennent pas. Alors qu'au primaire, il y avait des échanges avec l'école. On envoyait des PowerPoint, on montrait des animaux, on faisait des exposés. Donc la classe était quand même un petit peu partie prenante du voyage, c'est-à-dire qu'ils voyageaient et quand ils sont revenus, ils ont vu dans les classes qu'il y avait toute leur aventure d'afficher sur les murs. Je trouve ça génial. Il n'y a plus ça au collège, par contre. Ni au lycée. On commence à tomber du côté obscur, de l'âge adulte. Exactement. Et ça me chagrine beaucoup.
Après, moi, je crois, je partage tout à fait sur le fait qu'il n'y a que les gens qui voyagent avec qui vraiment on peut partager. Mais je me dis, on disait tout à l'heure que quand on annonce à des enfants qu'on va partir pendant un an en voyage, ils n'arrivent pas à se projeter. Mais en fait, même nous, quand on se dit on va partir un an, est-ce qu'on arrive à se projeter? Pas tellement. Enfin, nous, quand on est parti 2 mois, c'est tellement peu en plus par rapport à vos expériences. Enfin, 2 mois, ça passe en un claquement de doigts. On n'arrivait déjà pas à se projeter là-dedans, à se dire 2 mois. Alors, je dirais pas de vacances parce que c'est quand même pas des vacances de voyager, mais Pareil. mais 2 mois de découverte avec pas de travail, quoi, que des choses qu'on choisit de faire. La liberté, moi, ce que je retiens le plus, c'est la liberté qu'on avait, la disponibilité dans l'esprit, quoi. Enfin, on était ouvert à tout ce qui se présentait, on pouvait accueillir ça. Mais je pense que c'est aussi pour ça que les gens, on peut pas trop en parler avec eux, finalement, que ce soit les copains de nos enfants ou nous, nos amis qui voyagent moins. C'est parce que on peut pas se rendre compte de ce que c'est tant qu'on l'a pas fait. Ouais, Ou tant qu'on l'a pas en projet, parce que je veux dire que moi je veux bien parler avec vous pendant hyper longtemps des voyages, mais parce que c'est un projet, quoi. ouais, non, mais je pense que c'est effectivement ça, ouais. C'est quand même une aventure tellement extraordinaire, à la fois extraordinaire dans les deux sens du terme, c'est merveilleux et ça sort vraiment de l'ordinaire, alors que probablement pourquoi ça serait pas ça la vraie vie, ça c'est quand même une vraie question. Mais voilà, c'est tellement à part de tout ce que les gens vivent traditionnellement. Voilà, c'est pas la voie classique, quoi. Donc du coup, il y a finalement peu de gens qui arrivent à se projeter. C'est un gros effort de se projeter comme ça et de se mettre dans la vie des autres. C'est si différent de la sienne. C'est vrai. Et à la fois, quand tu rencontres des personnes qui te comprennent et qui comprennent ce que tu as vécu ou ce que tu vas vivre, c'est tellement facile et ça fait du bien, en fait. Et tu le verras, Floriane, quand tu feras les prochains podcasts. Et on en a déjà parlé, c'est que moi, je vois mon conjoint, par exemple, si j'enregistre un podcast à 21h le soir, ça m'est arrivé pendant le confinement, on restait à discuter jusqu'à des minuit. Il me dit, mais qu'est-ce que vous vous êtes raconté? Tu as fait 3 heures de podcast? Je dis, bah non, on a fait 45 minutes de podcast et après, on a fait que parler, en fait. On a fait que parler voyage, on a échangé. Il y a des expats dans l'eau, il y a des voyageurs long cours. Et en fait, c'est des gens qu'on ne connaît pas ou que depuis les réseaux. Et en fait, on a l'impression de se connaître, on a l'impression de vivre les mêmes choses, on a quasiment les mêmes convictions, la même manière de penser sur des gros sujets. Et en fait, ça fait du bien aussi de rencontrer des inconnus qui comprennent et qui s'intéressent autant que nous, on s'intéresse à eux. Et c'est hyper riche, en fait. C'est autre chose que tes amis proches, au final, que tu vois les week-ends et que tu partages autre chose, en fait. Ouais, c'est ça. C'est très complémentaire et ça fait plaisir, quoi. Je pense que c'est un intérêt avant tout, parce que c'est vrai que moi, je me rappelle, justement, on avait parlé avec des copains qui avaient été partis pendant un an. Ils avaient pris un an, ils étaient partis en Amérique du Sud, mais c'était il y a 15 ans. On n'avait pas voyagé, nous, on avait fait quelques voyages à l'époque, mais on n'avait pas du tout en projet de faire un tour du monde ou quoi que ce soit. Mais je me rappelle la première fois où ils nous avaient parlé de leur voyage, on avait toute la soirée, on leur avait posé des questions, quoi. Et même eux, ils nous disaient non, mais on va vous faire chier avec tout ça, machin. Et ils nous disaient, mais allez-y, continuez de nous parler, quoi. On avait des étoiles plein les yeux. Donc c'est une question d'intérêt. Je pense qu'il y a simplement des gens, ils n'ont pas d'intérêt au voyage. Donc c'est comme si tu leur parlais de curling ou j'en sais rien, quoi. On a un petit côté qui est quand même dans l'imaginaire collectif, le voyage, mais après ça s'arrête là, quoi. Ouais. Tout à fait. Du coup, puisqu'on parle voyage et retour et quels sont les prochains projets pour vous de voyage? Audrey, du coup, maintenant, on connaît les vôtres. C'est quand le départ? Le 2 février. D'accord. Donc en Ouais. pleine prépa. Ouais, non, en début de prépa. Vraiment au tout début. Et pour vous, Floriane, Bruno, Sandrine? Pour nous, tu vois, quand on est rentré, on avait déjà une liste de voyages prévus pour amortir encore plus le 4x4 parce que ça ne nous suffisait pas un an, en fait. Tu vois, on voulait aller en Islande, au Maroc et tout. Bon, confinement oblige, Covid oblige, on avait tout reporté. On est parti en France. Et là, on commence à se projeter peut-être l'année prochaine
peut-être le Japon, mais rien de sûr. On va vraiment voir comment ça évolue. On a bien profité de la France. Et puis, sur l'interview des enfants, apparemment, eux veulent partir tous les deux en Australie. Hein, c'est vrai que ça revient régulièrement dans la bouche de ma fille et le frangin s'est mis ça aussi dans la tête, mais ça, c'est pas prévu avec eux en tout cas. Mon chéri est déjà parti 2 fois, moi j'y suis allée 1 fois, donc c'est tellement loin qu'on veut voir quelque chose, comme le Japon, très loin, mais qui nous fera Nouveau. découvrir une nouvelle chose, hein. Je suis sûre qu'on serait ravis de retourner en Australie, mais on est trop curieux en fait pour pas découvrir une autre culture complètement différente. Voilà, mais rien de sûr puisqu'on va laisser venir, en fonction de comment ça se passe un peu dans le monde. On n'a pas envie de rêver en fait parce que déjà on se trouve, contraint de devoir partir que 1 mois. On espère quand même pouvoir partir 1 mois. On va essayer de booker toutes les semaines de congé, à la suite. Mais ça nous fait vraiment peur parce que, quand tu as vécu des longs voyages, c'est difficile de se redire: «Allez, on a un planning que pour 1 mois», alors qu'on sait que tu pourrais y passer 3 ans dans le pays et que tu aurais toujours des choses à découvrir. Ça, c'est le côté, le mauvais côté d'un voyage long cours, c'est qu'après pour apprécier les petits séjours, c'est un peu dur les premiers temps, en fait. Ouais. Et du coup, vous projetez quand même un autre voyage long cours dans votre tête dans Ouais. quelques années? Ouais, alors, nous, c'est râpé, hein, la grande arrive en première et terminale, donc là, on sait que c'est mort. Et après, on se dit peut-être partir, 3 ou 4 mois, quand elle aura un créneau entre ses études, hein. En général, ils rentrent tard, ils finissent un peu tôt, les étudiants. Donc si elle veut partir avec nous, on aimerait bien l'Afrique australe. Toujours avec notre 4x4 en fait, hein, on espère le garder. En fait, on a des projets, je peux dire qu'on a des projets jusqu'à nos 70 ans à peu près avec ce 4x4. Donc ça avec les enfants si possible, peut-être partir qu'avec le petit si jamais, vraiment on craque, voilà. Et sinon, je te dis, quand on sera à la retraite, l'Asie en 4x4, pareil. Voilà, tu vois, on en a, les projets ne manquent pas. Après, il faudra avoir les sous et le temps et puis, comme je dis, il y a plein de choses qui se rajoutent, hein. Nous, c'était un projet qu'on avait depuis 20 ans parce qu'on était partis à 2 en sac à dos. On s'était dit un jour on partira avec nos enfants. Là, on se dit un jour on repartira, mais voilà, on a quand même assouvi quand même pas mal de nos rêves de voyage, donc on n'est pas trop en manque quand même. Et pour vous, Lauriane et Bruno? Alors nous, moi j'ai arrêté là depuis le Covid de faire des plans sur la comète parce qu'on s'est fait annuler pas mal de trucs. Et donc, je croise juste les doigts pour qu'on puisse partir à Tenerife à la Toussaint, qui est donc un report de report de report. Donc voilà, alors c'est tout petit voyage finalement, on part 1 semaine, donc, mais c'est pas grave, ça va déjà. Enfin, c'est trop chouette quoi d'avoir un projet de toute façon de voyage, de découvrir un nouvel endroit qu'on connaît pas, même si c'est pour 1 semaine, je prends. Et puis après, avec des amis, on se prend à rêver de partir en Inde, puisqu'on a un autre couple d'amis commun qui est expatrié là-bas pour 3 ans. Et donc, voilà, on voudrait profiter qu'ils soient là-bas pour y aller ensemble. Donc, ça ferait 2 familles de 4 qui rendraient visite à une autre famille, du coup, en Inde. Je ne sais pas si ça va être possible, parce que l'Inde, avec le Covid, c'est pas jojo. On n'a aucune perspective, donc voilà, je ne sais pas du tout, mais je vais quand même peut-être bien commencer à potasser un peu le sujet, juste histoire de pour être prêt au cas où. Et nous, peut-être les prochaines vacances, on va peut-être essayer d'aller en Grèce. Ce qui est bien, c'est en Corse. Là, on prend le bateau jusqu'en Italie, on traverse, on reprend le bateau et on arrive en Grèce assez facilement. Donc, si on peut se faire 2 semaines en Grèce en camping-car, bon, même si les îles, a priori, c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa aussi en Grèce, mais on va peut-être faire pas mal la terre. Ah, mais c'est super, hein, la Grèce continentale. Oui, pareil. Moi, j'ai fait ça 2 fois adolescente, 3 fois, je sais plus maintenant. Non, 2 fois. Franchement, c'est merveilleux, hein. Pour le coup, les îles, c'est aussi merveilleux et c'est très différent. Mais la Grèce continentale, moi, je trouve que c'est à faire. Il ne faut surtout pas se précipiter uniquement sur les îles, quoi. On fera peut-être un échange. On arrivera au port, on échangera notre camping-car contre un bateau avec un marin pour partir dans les îles. Mais de toute façon, moi, je partirai n'importe où. De toute façon, dès qu'on parle avec des voyageurs, quand ils sont allés dans un pays, on rajoute ce pays à notre liste des envies. L'Iran, ok, très bien. Allez, l'Iran, ok. Ah, c'est vrai. On rajoute. C'est vrai.
je vois sur le blog, à chaque fois que j'ai les témoignages, comme Émilie, j'imagine, avec les podcasts, à chaque fois, je vous en mets un nouveau là sur la liste de la famille. C'est ça, il n'y a pas assez d'une vie pour pouvoir tous les visiter, non. quoi. Tellement il y en a. C'est très ironique quand on dit on a fait le tour du monde et qu'on a visité 12 pays et 15 Ouais, pays c'est ça. dans le tour du monde, on n'a rien visité, quoi. Ouais. Voilà. Donc oui, ça dans l'immédiat. Et puis après, nous, on cherche peut-être en ce moment une solution pour pouvoir voyager ad vitam aeternam, hein, si on arrive à travailler à distance ou à avoir des revenus qui nous permettent de voyager longtemps, donc c'est tant mieux. Donc pour moi, on y travaille. Et puis, de repartir en tour du monde. Dernièrement, c'était notre fille donc, qui voulait retourner à l'école. Puis elle nous a dit, au fil d'une discussion, elle nous a dit, OK, je suis d'accord, mais si vous m'achetez un lapin nain. On a dit, OK, vous pouvez le dire plus tôt, il n'y a pas de problème, on pouvait le trouver plus tôt, le lapin nain. Si ça coûtait que ça, tu pouvais en réclamer toute une famille si tu voulais, il n'y avait pas de problème. Donc, voilà. Ça sera plus facile. Bon, faut partir avant qu'elle change d'avis. Ouais, c'est ça. Avant qu'elle me réclame un kangourou ou autre chose. Moins facile à caser. Donc oui, du coup, rigolo, plutôt un ce que tu projet dis, là, Pardon. de partir tout le temps. Tu vois, nous, c'est quelque chose qui ne. Moi, je travaille donc sur Internet et c'est quelque chose qui nous fait pas du tout envie de partir tout le temps, en fait, de vivre c'est sur pour la ça, route. C'est parce qu'en fait, on a une région aussi qu'on apprécie beaucoup, des amis ici qu'on apprécie, même si, par exemple, le voyage n'est pas comment dire, notre façon d'être amis. En fait, c'est pas ce qui nous relie. Mais ouais, moi, j'adore partir, avoir des projets pour chaque vacances, une nouvelle découverte, oui, mais pas sur le côté nomade et surtout avec des enfants parce que je trouve on leur imposerait vraiment une vie complètement différente, quoi. Enfin, Ouais, mais on un leur voyage que imposerait une vie, on leur imposerait une vie nomade comme on leur impose une vie sédentaire, en fait. Tout à Quoi fait, qu'il tout à arrive, fait, on impose à nos enfants un certain mode de vie. Donc, tout à fait. Oui, Tout mais à fait. c'est Après, plus c'est une facile expérience. d'imposer un mode de vie sédentaire puisque c'est la norme. Enfin, Voilà, c'est c'est en ça. tout cas le plus grand nombre, quoi. Ils ont Ouais. plus de points communs avec leurs copains d'être sédentaires que Mm. que voyageurs, ça c'est clair. Nous, je pense je te rejoins un peu, Bruno, c'est-à-dire que on cherche, quand on attend que les enfants grandissent et partent en études sup, pour retrouver une vie nomade, parce qu'on sait très bien que ils vont repartir dans leur vie, dans leur projet, dans leur métier. Et on se dit, pourquoi pas repartir sur une vie nomade quand Valentin rentrera au collège, par exemple, et où on pourrait partir 2-3 ans. Mais là encore, c'est très facile à dire, mais réellement à faire et de dire que mes enfants, ils sont à distance, ils sont encore hyper jeunes, et moi, je me retrouve souvent en Australie, à l'autre bout du monde. Faut franchir le pas aussi, de laisser ses enfants grands ici et de partir à l'autre bout du monde, quoi. Donc, c'est des fantasmes, des projets, quoi. Oui, moi je me vois plus justement sans attache en France quand on sera retraité, quand on n'aura plus personne à charge en fait. Ça c'est presque acquis. On sait qu'on ne sera pas souvent chez nous à la retraite, quoi. Enfin, si tout va bien. C'est pareil aussi. On est déjà en train de dire à nos enfants, vous viendrez nous voir. On sera en Australie, on sera en Afrique. Vous viendrez nous voir, les gars. Et puis. C'est ça, voilà, pareil. Mais il y a les grands qui disent, mais vous ferez comment pour garder nos enfants? Papy, mamie, ils nous gardent bien et vous, on ne pourrait pas compter sur vous? Je dis, non, là, vous le savez direct. Vous viendrez nous voir, vous viendrez passer un mois avec nous. Mais... On rentre que pour les vacances scolaires, pour aider nos enfants à garder leurs petits. On inverse. Bon, après, non, écoutez, ils feront comme Émilie, qui est expatriée à des milliers de kilomètres de sa famille, un petit millier ou deux petits milliers. Moi, mes enfants, ils ont aussi commencé dans la vie très loin de leurs grands-parents. Écoutez, ça se fait, aujourd'hui. Ça s'organise. Tout se fait, voilà. On voit papy et mamie sur Skype, sur WhatsApp. Et puis après, ils viennent pour les vacances. Voilà. De toute façon, quand on choisit un mode de vie, on raye forcément d'autres modes de vie, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je disais sédentaire, nomade, c'est deux modes de vie différents. Donc, si on fait le choix de l'un, on raye forcément l'autre, on ne peut pas tout avoir. Donc, ouais, c'est ça. C'est encore une question de choix finalement et de prioriser en fonction de ses envies et ce qui est le mieux pour sa famille. Et après, comme on dit, c'est le choix. Nous, tu vois, on avait tout de suite fait le choix en rentrant du voyage de 6 mois tous les deux, d'avoir une vie plus zen par rapport à nos potes qui pensaient carrière et tout ça. On a choisi d'habiter dans les Hautes-Alpes, on mange ensemble tous les midis. Tu vois, on a quand même fait, grâce à ce premier voyage, un choix pour notre famille. On a dit l'important, c'est d'être ensemble pendant que les enfants sont jeunes, en fait.
voilà, après, c'est des choix, mais voilà, moi, j'aime pas bien faire des choix vraiment tranchés, donc on essaye de concilier tout, beaucoup de voyages. On a la chance de pouvoir essayer de concilier à peu près tout, quoi. On va devoir clôturer cet épisode. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin pour conclure cet épisode? Osez, osez le faire. Prenez le temps pour le faire, mais passez le cap. Ouais. Moi, je dis toujours, le plus dur, c'est de partir. Après, tout est facile. C'est vraiment le moment de partir. On a toujours plein d'interrogations dans tous les sens, que ce soit sur ses priorités à soi, que ce soit les enfants, l'argent, peu importe, la sécurité. Mais le plus dur, c'est de prendre le pas. Et après, tout est facile parce qu'on a plus que ça à faire, en fait. Au jour le jour, la seule chose qu'on a à faire concrètement, c'est le voyage. Donc, toutes les difficultés, ça devient simplement le quotidien. Mais c'est un bonheur de s'en occuper presque. Ouais. Et moi, je dirais qu'il n'y a jamais de bon moment, en fait. C'est à nous de se créer le moment, parce qu'on se trouve toujours des excuses pour dire, ben là, on peut pas, on peut pas. Et en fait, eh bien, quand on a vraiment envie et que c'est ancré en nous, eh ben, il faut prendre le pouvoir et foncer et y aller, parce que c'est la plus belle des aventures. Ouais, c'est partez d'abord, réfléchissez après, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Il faut prendre la décision. L'expatriation, hein. C'est si tu réfléchis trop avant, tu pars pas. Exactement. Ouais. Il faut se dire un jour, enfin moi je me rappelle la première fois quand on avait 20 ans, le jour où j'ai dit allez c'est bon on part, j'en ai chialé toute la journée parce que je me disais comment je vais dire ça à ma mère et tout ça. Mais à partir du moment où je l'avais dit, le plus dur était fait. C'est exactement ça. C'était acté, on allait partir et voilà. Et pour le second par contre ça a été beaucoup plus facile parce que là voilà on savait qu'on voulait le faire, on l'avait déjà vécu donc j'imagine que vous c'est pareil. La décision tu as l'impression que ça se fait comme ça, comme si tu prends, tiens, je vais choisir quelle boisson. Ça devient aussi simple que ça après quand on l'a déjà fait une fois en fait. Exactement. Super. Floriane, tu veux nous faire un petit mot de la fin? Écoutez, moi je suis prête à repartir là. Vous m'avez boosté à fond, plus que 3 ans à attendre. Et puis, dans un avenir très proche, mes valises sont déjà dans le coffre pour le week-end. Donc voilà, on va se concentrer là-dessus. Et puis, non, franchement, c'était super chouette de discuter avec vous. Déjà, moi, je vous suis sur les réseaux, donc je suis contente de vous parler en vrai. Voilà, j'ai voyagé là cet après-midi. C'était super. Et je pense que vous avez raison, il faut juste oser et puis il faut partir et réfléchir un peu à tous les détails peut-être après. Bon, allez, quand même réfléchir à quelques petits points de détail peut-être avant pour partir. Surtout, je pense aussi qu'il y a quelque chose un peu basique, mais de ne pas penser aux autres aussi. Parce que bon, c'est quand quelque chose qu'on a tendance à faire souvent dans la vie, peu importe le sujet, mais là, pour celui-là, il faut vraiment pas penser aux autres, pas penser à ce que les autres vont penser de ton voyage, de ton idée, de ton choix. Voilà, il faut penser à soi et à sa famille, quoi. C'est ça. C'est très juste. Se recentrer sur soi, sur sa cellule familiale. Et ça fait du bien, hein, vraiment, ça fait du bien d'avoir ce temps-là à un moment, parce que la vie, elle nous zappe tellement que là, c'est vraiment cette bulle, cette parenthèse du voyage, quoi. Ouais, ça permet de. Bon, tu parlais, ça va nous faire sortir plein de nouvelles choses. Ouais. C'est justement, je trouvais que le voyage, nous a permis de découvrir nos enfants différemment, en fait. Je sais pas vous si ça a été le cas, mais quand on flanchait, on a vu que notre fille avait été super forte de caractère parce que c'était elle qui reprenait le relais. Elle avait 13-14 ans à l'époque. Elle disait non, mais allez, c'est bon, c'est pas grave, c'est un coup du sort, mais ça va aller mieux. Et donc, on voit un caractère que, ici, moi, je la trouvais toute comme une ado, quoi. Toute raplapla. Et là, en fait, on se dit, non, c'est bon, en fait, c'est gagné. On voit pareil, mon second que je trouvais timide et tout, il se définit maintenant comme débrouillard. Et effectivement, il a été transformé sur le plan relationnel avec les autres. Donc, c'est vraiment une expérience qui permet de sortir de cette bulle parent-enfant très souvent très stéréotypée où il faut qu'on dirige nos enfants et tout. Et là, non, on avait dit c'est une équipe et ça fait bien de se connaître sous la forme d'équipe et plus de cellules familiales, voilà, de parents. C'est vrai qu'on découvre ses enfants différemment, mais même moi, je trouve qu'on se découvre tous les uns les autres différemment. Je pense que c'est une espèce de test aussi familial et on voit des fois des familles qui en parlent, je vois sur Facebook.
les familles autour du monde. Des fois, il y en a qui disent, oui, on est revenu au bout de quelques mois ou quoi, parce que ça n'a pas fonctionné. Et donc, c'est vraiment un test. Moi, c'est même ma femme que j'ai découvert différemment, notamment quand on s'est retrouvé à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, et qu'il y avait les avions qui rapatriaient tout le monde, que c'était le début de l'épidémie, que concrètement, on ne savait pas si on n'allait pas tous mourir. Hein. C'était un peu la question que tout le monde se posait à l'époque. Et moi, tu dis quand même, tu as une certaine... j'ai quand même un peu un stress par rapport à ça, alors que globalement, c'est plutôt ma femme qui est stressée d'habitude. Mais alors là, elle était d'une zénitude, elle avait bouffé Bouddha quoi, tous les matins, elle mangeait Bouddha, elle n'avait aucun problème. Elle me disait, non, on n'a qu'à rester ici, on vit quelques mois, on trouve du travail en Nouvelle-Zélande. Ok, très bien. Donc ouais, vraiment, on se découvre les uns les autres, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est chouette. Mais ça nous change aussi, hein. C'est aussi peut-être pour ça que tu découvres certaines facettes, parce que peut-être qu'elle n'était pas comme ça dans la vie de tous les jours avant, tout simplement, parce que le voyage nous change, et le rapport au temps aussi qu'on a qui est tellement différent, cette liberté dont je parlais tout à l'heure, moi c'est vraiment ce qui me reste de mes 2 mois, c'est de la liberté, et le fait de ne pas avoir de contraintes de temps. Ouais, moi je suis revenue juste de 2 mois, vraiment changée, je pense. Donc, Bien sûr. C'est ça qui est beau. Je vous remercie vraiment tous de nous avoir accordé du temps. C'était vraiment super intéressant. J'espère vous avoir de nouveau sur les prochains épisodes. Il y a des petites choses qui se trament. c'est encore un secret. C'est encore un secret. En tout cas, vous êtes les bienvenus. En tout cas, si vous voulez nous parler d'un sujet spécifique, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. Hein. Sandrine, c'est déjà la 3e fois que tu interviens d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Vous revenez quand vous voulez. Et merci pour vos partages d'expériences très riches. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup à tous. Ça nous a permis de nous replonger dans le voyage. On a l'impression qu'on a voyagé ensemble alors qu'on se connaît. Moi, je ne vous connais pas en dehors de Et on a l'impression qu'on a un bout de chemin commun grâce au voyage. Donc, c'est chouette. Ouais. Ça, c'est la magie du podcast. Exactement. Merci à tous. Passez un bon week-end. Et... Bon vent à tous et à bientôt. Au revoir. Bon week-end. Ciao. Merci beaucoup. À la prochaine, au revoir. À la prochaine. J'espère que ce format de table ronde vous a plu. Nous, on a trouvé ça très sympa. Les épisodes seront forcément un petit peu plus longs. Avec Floriane, on a décidé d'en faire plus régulièrement dans la saison parce qu'on trouve que ces échanges sont toujours intéressants. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir le podcast pour qu'il perdure dans le temps, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Tipeee pour nous soutenir. Et sinon, vous pouvez aussi laisser un commentaire sur le blog ou laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao!